Donc pour terminer notre matinée dans l'amphithéâtre, on accueille le professeur Emmanuel Rinaud pour une thématique antibioprophylaxie, donc peut-être plus pour ceux d'entre vous antibioréférents qui travaillent dans les structures médico-chirurgicales avec des actualités 2024. Donc le professeur Rinaud est anesthésiste au CHU d'Angers, membre de l'ASFAR si je ne fais pas d'erreur, et a participé à ces travaux d'actualisation des recours. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'introduction. Donc, je vais aborder essentiellement ce qui a changé, mais je vais refaire un petit point avant. Attendez, j'essaie de me mettre bien. J'ai pas le lien d'intérêt, mais effectivement, je faisais partie du groupe de travail. Alors en fait, il y avait plusieurs groupes de travail et moi, je faisais partie de celui portant essentiellement sur la chirurgie cardiaque et la cardiologie interventionnelle, puisque c'est mon secteur d'activité clinique. Les recommandations pour l'antibioprophylaxie en périopératoire de chirurgie ou de médecine interventionnelle, elles sont régulièrement actualisées. Elles sont faites sous l'égide de l'ASFAR. On voit que les logos ont changé au fur et à mesure des années. Et surtout en 2024, elles se sont faites en collaboration avec la SPILF. Il y a des choses qui n'ont pas changé, c'est-à-dire que souvent elles sont faites sous deux formes. Il y a d'abord les principes généraux de l'antibioprophylaxie, et là il y a quelques principes généraux qui ont changé, et les stratégies d'antibioprophylaxie pour chaque type d'intervention. Et là encore, ça a pas mal changé parce qu'il y a beaucoup d'interventions qui ont été ajoutées. Je ne sais pas si vous savez comment ça se passe en pratique. La chirurgie, bien sûr, elle est décidée avec le chirurgien lors de sa consultation. Et ensuite, en France, la consultation d'anesthésie, elle est obligatoire minimum 48 heures avant l'intervention, sauf bien sûr lorsque c'est une urgence. Et depuis 2018, déjà, il était recommandé de tracer l'antibioprophylaxie qu'on va réaliser en péropératoire. Donc ça, c'était quelque chose de nouveau. On avait adapté nos formulaires, notamment nos formulaires informatiques, pour bien le préciser. Et ensuite, on réalise l'antibioprophylaxie pour les chirurgies concernées, soit juste avant l'induction anesthésique, soit juste après. En théorie, même il est recommandé d'avoir 5 à 10 minutes de délai avec l'induction de l'anesthésie pour, en cas de choc anaphylactique, pouvoir par la suite faire la part des choses entre est-ce que c'était nos médicaments de l'anesthésie, en particulier les curares, ou est-ce que c'était l'antibiotique. Et donc c'était un petit peu un challenge pour respecter d'ailleurs le temps qui était demandé avant l'incision chirurgicale. Dans tous les cas, elle est toujours faite, cette injection d'antibiotiques avant la chirurgie, avant l'incision chirurgicale. Il y a des grands principes qui sont restés les mêmes, ça, il n'y a pas de changement. Elle a pour but de diminuer, de prévenir l'infection du site opératoire qui survient dans les 30 jours ou dans l'année s'il y a une pose de prothèse, que ce soit d'ailleurs une infection superficielle profonde, une infection d'organes. Et ces recommandations, elles sont basées depuis longtemps sur une classification on dit souvent d'Altemeyer, et c'est basé sur le fait que, bien sûr, lorsqu'on réalise une antibioprophylaxie, on diminue le taux d'infection du site opératoire. Et en fait, les patients à qui on réalise une antibioprophylaxie, c'est ceux qui sont de classe 1, chirurgie propre, ou classe 2, chirurgie propre contaminée, c'est-à-dire que, par exemple, ouverture des voies respiratoires ou du tube digestif, mais dans des bonnes conditions. Il y a une classe 3 où on est encore un petit peu dans l'antibioprophylaxie qui est la chirurgie contaminée, c'est-à-dire que on a ouvert par exemple le tube digestif et il y a une continuation importante à ce moment-là. Et puis il y a la chirurgie sale où là c'est plus de l'antibioprophylaxie, on est dans l'antibiothérapie. Les grands principes, c'est il faut que l'antibiotique qu'on va réaliser soit actif sur les bactéries les plus fréquemment en cause, qu'il entraîne peu ou pas d'effets indésirables, qu'il soit peu générateur de résistance, et donc de préférence souvent c'est un antibiotique différent des antibiotiques utilisés en curatif. L'injection précède l'incision. On se limite à la période péropératoire
même si dans certaines chirurgies, ça peut aller jusqu'à 24 heures, mais dans les nouvelles recommandations, ils ont bien insisté sur le fait qu'il faut, dans la majorité des cas, rester à 24 heures, se limiter à la période opératoire, et ça c'était déjà des recommandations qui étaient faites dans les précédentes, et la dose d'antibiotiques qu'on fait, c'est une dose qui est une dose double de la dose usuelle. Les antibiotiques pour chaque type d'intervention, même s'il y a des recommandations, ils peuvent être adaptés et même recommandés qu'ils soient adaptés à l'épidémiologie locale, des infections qui peuvent survenir, ou alors de la patientèle si on s'occupe de certains patients plus à risque. Je vais aborder un petit peu les recommandations générales. Dans les recommandations générales, il y a 5 questions là, dans ces nouvelles recommandations 2024 qui ont été posées. C'est quand faut-il administrer l'antibiotique? Faut-il réadministrer plusieurs doses pendant la chirurgie? Combien de temps faut-il administrer? J'ai déjà un petit peu répondu. On se limite dans la majorité des cas à la période péropératoire. Est-ce qu'il faut modifier les modalités pour le patient obèse? Et qu'est-ce qu'on fait aussi des patients qui sont colonisés à entérobactéries productrices de BLSE? Je vais répondre assez brièvement. Une question qui était assez importante pour nous, anesthésistes, parce que c'est souvent l'anesthésiste en chirurgie qui va injecter l'antibiotique, puisqu'on est à la perfusion. Eh bien, c'était le moment où on réalise l'antibiotique. Dans les précédentes recommandations, ils avaient insisté et recommandé pour que ce soit fait entre 30 et 60 minutes avant l'incision. Alors ça, c'était pas si facile à faire parce que déjà l'incision, c'est toujours un petit peu difficile de prévoir dans les 10-15 minutes, voire même 1 heure, la préparation qui va être nécessaire pour installer le patient après l'avoir endormi selon la chirurgie. Par exemple, pour une chirurgie du rachis, il faut mettre le patient sur le ventre, ça prend un peu de temps. Parfois, on attend le chirurgien et donc on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et donc, c'était assez difficile à faire. Et puis, résultat, lorsqu'il y avait des audits, évidemment, je pense qu'on n'était pas très bon à chaque fois pour être pile dans cette séquence d'injection, ce d'autant plus qu'il fallait être séparé de 5 à 10 minutes de nos produits d'anesthésie. Alors, on est plutôt content. Maintenant, la nouvelle recommandation, c'est qu'on peut réaliser l'antibioprophylaxie dans l'heure qui précède, c'est-à-dire entre 0 et 60 minutes avant l'injection. Et ça, c'est beaucoup plus facile à réaliser. Et c'est une recommandation de grade 1, accord fort. Et on a un certain nombre d'études. Là, c'est une étude assez récente où, dans un groupe, les patients recevaient l'antibiotique dans les 42 minutes avant l'incision. Dans le groupe plus tardif, 16 minutes avant l'incision, et il n'y avait pas de différence, même aucune en pourcentage, 5%, 5% d'incidence d'infection du site opératoire. Donc ça nous a arrangé. Pour certains patients, dans la plupart des cas, on injecte une céphalosporine, mais dans certains cas, en cas d'allergie, on injecte de la vancomycine. Là, c'est un petit peu... alors, c'était déjà difficile parce que pour respecter 2 heures d'injection pour éviter un rush à la vancomycine, parce qu'on était sur 30 mg kg dans les précédentes recommandations. C'était pas si facile. Là, ce qui est demandé, c'est que ce soit fait 30-60 minutes avant l'incision, qu'on l'ait au moins démarré à ce moment-là. Donc ça reste relativement faisable au moment où le patient part au bloc opératoire ou qu'il arrive en salle de réveil avant qu'on l'entre au bloc opératoire. Donc, il y avait la question des réadministrations en cours de procédure. Ça, il n'y a pas de changement. Effectivement, toutes les 2 demi-vies de l'antibiotique qu'on utilise, on réinjecte la moitié de la dose qu'on a réalisée au début. Et globalement, c'est pareil. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'acéphazoline, qui est l'antibiotique qu'on utilise le plus en antibioprophylaxie, on réinjecte toutes les 4 heures. Donc, c'est pas fréquent. On a souvent des interventions inférieures à 4 heures.
Quelle durée d'antibioprophylaxie? J'ai déjà répondu. Il n'y a pas vraiment de changement. Globalement, il n'est pas recommandé dans la majorité des cas de continuer des injections d'antibiotiques après l'intervention. En fait, on a beaucoup de méta-analyses qui ont prouvé ça, même plus de 30, qui sont intéressés à plus de 24 heures, moins de 24 heures, uniquement péropératoire versus 24 heures. Il y a juste certaines exceptions, peut-être en chirurgie cardiaque, dans certaines chirurgies stomatologiques et pour les patients qui vont avoir une amputation, où là, on peut discuter. Une autre question qui était importante pour nous, c'était faut-il modifier la dose d'injection qu'on fait chez le patient qui a une obésité, parce que finalement on fait déjà des doses doubles, on faisait 2 grammes par exemple de céfazoline, et puis parfois pour des patients qui avaient un IMC supérieur à 35 mais finalement qui pesaient que 80-85 kg, on leur faisait 4 grammes là, après l'induction anesthésie, et on se demandait si c'était vraiment prouvé. Globalement, c'est un grade 2, cette recommandation. Maintenant, on augmente la dose uniquement en cas d'IMC supérieur à 50. Et ça, c'est du fait notamment des propriétés hydrophiles des céphalosporines et de leurs propriétés pharmacodynamiques, pharmacocinétiques. Des doses ont été proposées aussi dans ces recommandations. C'est un avis d'expert pour les médicaments qu'on utilise, les antibiotiques qu'on utilise en cas d'allergie aux céphalosporines. Souvent, c'est clindamycine ou vancomycine, plus ou moins associé à de la gentamicine. Et là, on a des doses qui sont proposées, et ça nous aide au quotidien. Une question qui a été posée, qui n'était pas posée dans les Recosphar 2018, disons qu'il était juste écrit « Se pose le problème du dépistage de ces patients », c'est-à-dire les patients porteurs rectales à entérobactéries BLSE. En fait, il y avait déjà des recommandations européennes qui recommandaient même de faire un dépistage rectal avant les chirurgies colorectales ou les chirurgies de transplantation hépatique. Et c'est ce qui a été globalement proposé dans les nouvelles recommandations 2024, c'est-à-dire dans les centres dont la prévalence de la colonisation est supérieure ou égale à 10%. À ce moment-là, en cas de chirurgie colorectale, ici, il est suggéré de réaliser un dépistage de la colonisation. Et donc nous, au CHU d'Angers, on n'a pas ce problème-là, on est inférieur à 10, donc on ne le fait pas, mais il y a certains centres qui ont commencé à le faire. Donc ça nécessite un petit peu d'organisation, voire même une demande en consultation d'anesthésie au patient de lui-même faire le test et de l'envoyer. Et à ce moment-là, en cas de positivité pour une chirurgie colorectale, eh bien, l'antibioprophylaxie, elle va être ciblée, toujours en accord, après une discussion multidisciplinaire qui peut être organisée en amont sous forme d'un algorithme, mais généralement, c'est multidisciplinaire. Et ça, c'est basé, donc, ces recommandations sur des études qui montrent que déjà, eh bien, lorsqu'on est porteur rectal à entérobactéries BLSE, effectivement, le risque d'infection du site opératoire, il est augmenté de fois 1,6 versus les patients qui ne sont pas colonisés. Et lorsqu'on traite ces patients avec un autre antibiotique qu'une céphalosporine, c'est une étude non randomisée, mais prospective avant-après, qui avait été utilisée pour les recommandations, eh bien, on diminue significativement le risque d'infection du site opératoire, et en particulier d'infection du site opératoire à bactéries BLSE. Ensuite, on a la deuxième partie qui est celle qu'on utilise nous au quotidien, qui sont les recommandations par discipline. Et donc, alors,
on l'a vu, la méthode cette fois-ci, ce sont des recommandations SFAR, SPILF, mais en fait, il y a plus de 20 sociétés savantes qui ont été associées à ces recommandations, et ça aussi, c'est assez nouveau, et donc qui ont pu formuler, donc en fait, dans chaque groupe, il y avait 10 groupes, il y avait au moins, il y avait plusieurs anesthésistes réanimateurs, il y avait plusieurs chirurgiens de la spécialité concernée, et puis un ou plusieurs infectiologues aussi. Et une nouveauté dans ces recommandations, c'est que cette fois-ci, elles ont été gradées par discipline. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le grade pour les recommandations générales, mais pas par discipline. Il y avait une bibliographie qui avait été faite, mais c'était plus des avis d'experts, alors que maintenant, on a un grade 1, grade 2 ou avis d'experts. Et à chaque fois, le critère de jugement principal, finalement, de jugement majeur, c'était le risque de survenue d'une infection du site opératoire. L'autre chose qui a été ajoutée, c'est qu'il y a plus d'actes qui ont été précisés dans ces recommandations. Nous, en fait, sur notre table d'anesthésie, souvent, alors que ce soit en consultation ou au bloc opératoire, soit on a des classeurs, soit c'est mis sur notre table d'anesthésie selon un petit peu les spécialités qui sont réalisées dans chaque salle de bloc opératoire. Et puis, on regarde au quotidien. Mais finalement, il y a pas mal d'interventions qui sont apparues au cours de ces 10 dernières années, notamment tout ce qui est un peu médecine interventionnelle, même quand ça se fait au bloc opératoire. Et puis là, c'était un petit peu au feeling. Alors, on se mettait parfois en accord dans chaque centre, mais finalement, on se disait, oui, bon, allez, on peut considérer que c'est comme telle chirurgie. Et donc là, les choses ont été un peu plus précisées. Alors, je ne vais pas vous lister tous les changements. Il y a 9 parties, mais globalement, ça se présente à chaque fois comme ça. Là, j'ai pris par exemple chirurgie vasculaire. Voilà, on a les différentes interventions qui sont éventuellement d'ailleurs regroupées par grande thématique. Et puis à chaque fois, on a l'antibiotique à faire, la dose à faire, la réinjection et le grade de la recommandation. Et c'est vraiment ces feuilles-là qu'on a dans nos salles de consulte et de bloc opératoire qu'on consulte en fait tous les jours. Parce que tous les jours, il y a un patient qui a quelque chose, on a un doute, stent nul en chirurgie vasculaire, comment c'est déjà ces différentes stents couverts? Alors oui, c'est différent, mais que quand il n'y a pas de facteur de risque, par exemple. Donc voilà, on est quand même obligé de les consulter fréquemment. Les messages généraux, si j'essaie de faire une sorte de résumé de tous ces tableaux, globalement, c'est désormais la céfazoline qui est privilégiée. Avant, on avait le céfamandol notamment, on avait le céfuroxime. Le céfamandol a disparu de ces recommandations, mais le céfuroxime est parfois proposé en alternative. Et puis, on a la céfoxytine pour certaines chirurgies, lorsqu'on veut avoir un spectre un peu plus important sur les entérobactéries, pour certaines chirurgies digestives. Et sur les anaérobies. En cas d'allergie, n'est-ce pas, il y a pas mal de choses qui ont changé. Globalement, lorsque la céfazoline est indiquée, eh bien, c'est désormais la clindamycine qui est privilégiée, notamment pour des questions pratiques, mais bon, en comparaison avec la vancomycine, qui reste cependant privilégiée pour certaines chirurgies cardiothoraciques, prothèses d'épaule, parce que c'est du cutibacterium, et donc la clindamycine est peu ou pas efficace, ou pas du tout d'ailleurs. Et puis lorsque c'est la céfoxytine qui est recommandée, à ce moment-là, en cas d'allergie, ou l'amoxicilline, l'acide clévénique, c'est la clindamycine plus gentamicine, même s'il y a en fait quelques exceptions. Et en fait, pour chaque spécialité, on a un petit tableau au tout début qui nous précise, en cas d'allergie, voilà ce que vous devez faire. Et parfois, il y a des exceptions. Là, par exemple, j'ai pris l'exemple de la neurochir. Ce n'est pas justement ce qui est noté dans mon tableau. Si l'amoxicilline, l'acide clévénique est recommandé, ici, c'est le Bactrim qu'il faut faire pour les plaies du crâne. Je vais montrer quand même quelques exemples. J'en ai retiré parce que finalement, au début, j'ai commencé, je me suis dit, tiens, je vais montrer tous les changements qu'il y a. Et puis, en fait, je me suis aperçu qu'il y en avait beaucoup plus que ce que je pensais quand on regardait un petit peu dans les encadrés et dans les précisions. J'ai mis chirurgie du rachis parce que moi, je travaille notamment aussi en neurochirurgie. Globalement, il n'y a pas de changement. On fait de la céfazoline lorsqu'il y a du matériel qui va être mis en place. Dans les recos nationales, donc chirurgie sans mise en place de matériel, il n'y a pas d'antibioprophylaxie. En fait, nous, on avait déjà modifié nos protocoles locaux avec Luplin et les infectiologues pour en faire parce qu'on avait une incidence un petit peu plus
plus élevée d'infection du rachis, d'infection post-opératoire du rachis. Et ça, d'ailleurs, c'était en accord avec les préconisations de l'Omédi Pays de la Loire pour l'antibioprophylaxie. Ils ont quand même précisé des choses dans ces recommandations parce que parfois, en cours de chirurgie, il se passe des choses éventuellement imprévues, où il y a des particularités, finalement on n'avait pas vu ça, finalement la chirurgie est modifiée, ou finalement par exemple ici il y a une ouverture involontaire de la dure mère, et donc on se posait des questions, parfois on était là, oui, bah, s'il a ouvert la dure mère, vas-y, en plus le chirurgien il l'a demandé, vas-y fais l'antibiotique, et donc là cette fois-ci ce sont des choses qui ont été précisées ici sous forme d'avis d'experts, c'est-à-dire qu'on peut en faire s'il y a par exemple une ouverture de la dure mère qui n'était pas précisée. Comme je vous disais, pour la radiologie interventionnelle, il a fallu préciser un petit peu les choses. En fait, c'était un petit peu bizarre en radiologie interventionnelle. Lorsque c'était des anesthésies, lorsqu'il n'y avait pas d'anesthésie, c'était anesthésie locale, bah souvent il n'y avait pas d'antibioprophylaxie qui était faite. Puis comme il y avait un anesthésie, quand nous on était là, bah, un peu par habitude, j'exagère un peu, mais voilà, on disait bah, radio interventionnelle, on a notre perf, nous on est prêt, on fait l'antibiotique parce que bah, le radiologue va injecter tel truc, et donc on en faisait. Là, ça a été précisé, notamment pour neuroradiologie interventionnelle, on ne fait pas d'antibioprophylaxie. Je vais passer un petit peu sur certaines choses, mais globalement, il y a plus. Maintenant, c'est plus chirurgie de l'oreille interne ou externe. Voilà, les chirurgies ont été précisées. Alors là, c'est pareil, il y a des accords qui se font hein, dans certains centres. Par exemple, nous, on se pose la question chirurgie du cholestéatome. Est-ce qu'il ne faut vraiment pas faire d'antibioprophylaxie lorsqu'il y a un risque d'infection? Donc ça peut être adapté, mais de manière multidisciplinaire. Je passe un petit peu sur chirurgie orthognatique. Ils ont désormais proposé la céphazoline. Extraction de dents incluses, donc on peut imaginer que ça concerne aussi les dents de sagesse. Après cet exemple, je le trouve assez intéressant. Il est désormais recommandé, c'est un grade 1, de faire de l'amoxicilline. Ça peut poser question, ou ça a posé question, puisqu'il y a eu un ajout assez long d'un texte dans les amendements où il est précisé, bah oui, mais quand c'est fait en ambulatoire et que ça va vite et que c'est pas en plus forcément sous anesthésie, est-ce qu'on n'a pas d'autres moyens que de faire 2 grammes IVL d'amoxicilline? Et donc il a été proposé, ajouté récemment, que l'amoxicilline puisse être donnée dans ces cas-là par voie orale. Et pour les autres chirurgies de stomatologie, pas d'antibioprophylaxie. Je donne quelques exemples en chirurgie cardiaque, je passe assez vite, mais bon, là c'est l'endroit où je travaille le plus. Il y avait un certain nombre d'interventions où c'était mis pas d'antibioprophylaxie. Alors en chirurgie cardiaque, globalement, il n'y a pas de changement, on fait de la céphazoline, mais pour les chirurgies un peu annexes, par exemple de reprise chirurgicale pour drainer un épanchement péricardique post-opératoire, ou pour les ECMO qu'on pose plus fréquemment qu'il y a une dizaine d'années, les assistances circulatoires, jusque-là c'était mis pas d'antibioprophylaxie, et maintenant ça a changé. Il est proposé une antibioprophylaxie, notamment pour les drainages péricardiques, parce que la reprise chirurgicale après chirurgie cardiaque, on sait que c'est un facteur de risque d'infection, de médiastonite post-opératoire. Donc c'est vrai que ça semblait pas si logique de ne pas en faire, et en tout cas de ne pas en faire lorsqu'on refaisait une thoracotomie, ou une sternotomie ou une thoracotomie. En sachant que tout ça, c'est avis d'experts, puisqu'en fait là, pour le coup, il y a vraiment 0 étude. ECMO, c'est pareil, il a été proposé que lorsque on met une assistance circulatoire, même de courte durée, avec un abord chirurgical, là, on fait de l'antibioprophylaxie. On n'en fait pas si c'est par voie dite percutanée. Cardiologie structurelle, je passe. Non, c'est assez intéressant. Cardiologie structurelle, vous savez, c'est les TAVI. Et donc, c'est notamment les TAVI. C'est-à-dire que maintenant, il y a un grand nombre de remplacements valvulaires aortiques qui sont faits par voie percutanée, et en particulier par voie percutanée fémorale. Et donc là, ce qui a été, donc il y a eu beaucoup de discussions dans le groupe de travail. Ce qui a été proposé, c'est finalement remplacer la céphazoline. Avant, on faisait comme chirurgie cardiaque, on faisait céphazoline, par amoxicilline acide clavulanique ou céphazoline plus amoxicilline. Et ça, c'était dans l'idée de couvrir les entérocoques, en particulier l'entérocoque fécalis, puisque l'endocardite,
après ta vie, alors qui est peu fréquente, hein, c'est 1 à 2% des patients selon les études, mais elle est dans une assez grande partie des cas, alors dans cette étude c'est un peu plus là, elle est liée, il y a une prédominance d'entérocoque fécalis qui n'était donc pas couvert par la céphazoline, et c'est pour ça qu'on a que ça a été modifié par augmentin ou éventuellement céphazoline plus amoxicilline. En rythmologie, on a modifié aussi, c'est de la céphazoline. Il a fallu changer les protocoles de service. Hein. Les patients, avant, ils recevaient du céfuroxime Peros, par exemple, à Angers, 1 ou 2 heures avant l'intervention, peut-être parfois moins même. Et donc maintenant, ça a été modifié par de la céphazoline IV, ce qui est plus logique, en tout cas pour les patients qui vont recevoir un défibrillateur ou du matériel. Chirurgie vasculaire, je vais passer. Et un changement un peu intéressant quand même, c'est que finalement, en refaisant réellement la biblio, alors que jusque-là, il était préconisé de ne pas faire d'antibioprophylaxie dans la chirurgie des varices, et bien finalement, en fait, en faisant la biblio, il était plutôt, ça semble plutôt recommandé d'en faire. Et donc, c'est un grade 2. Chirurgie gynécologique, il y a eu pas mal de petites précisions un peu cachées, c'est-à-dire entre céphazoline et céphoxytine, selon qu'on réalise une hystérectomie subtotale, c'est-à-dire sans ablation du col de l'utérus, ou totale. Et donc, il y a des modifications comme ça assez précises. C'est pareil en obstétrique, et donc là, on sort même un peu du bloc opératoire. Et par exemple, pour les révisions utérines, avant, il n'y avait pas de précision, en tout cas dans les recommandations SPHARE 2018. Maintenant, pour la révision utérine après un accouchement, que ça saigne ou que ça ne saigne pas d'ailleurs, eh bien, il est recommandé de faire de la céphazoline, et ça, c'était bien mis en place. En chirurgie orthopédique, globalement, pas de changement, mais plus de précision pour la chirurgie de la main. En traumatologie, pas mal de changements, de précision, et en tout cas selon la description, notamment dans les fractures ouvertes, selon le type de plaie, c'est-à-dire la grosseur de la plaie, avec un tableau qui est proposé pour justement juger de la grosseur de la plaie, fracture ouverte, Gustilo 1, Gustilo 2, et là on adapte l'antibiotique entre céphazoline et amoxicilline acide clavulanique. Et en sachant que lorsque la fracture ouverte est considérée sale, eh bien, il est proposé de considérer une antibiothérapie curative au-delà du bloc opératoire. Presque fini pour les exemples que j'ai choisis. Là, un exemple intéressant qui est la chirurgie digestive, où cette fois-ci, en chirurgie digestive, on a toujours pendant la chirurgie, la réalisation, alors pour la chirurgie colorectale, la réalisation de céphoxytine en péropératoire, mais ce qui est ajouté, ou ce vers quoi on est revenu, c'est de réaliser aussi une décontamination digestive. Et là, les molécules qui sont proposées dans ces recommandations SPHARE, c'est la tobramycine et le métronidazole en dose unique Péros, c'est-à-dire l'un plus l'autre, la veille au soir. Et alors ça, c'est au début, il y a eu beaucoup de questions sur le site de la SPHARE initialement, puisque c'est déjà pour la tobramycine, c'est une utilisation qui est hors AMM, puisqu'il n'y a pas de forme orale à ma connaissance. Donc en fait, ce que la SPHARE a fait, c'est une ordonnance type qui est téléchargeable. Nous, c'est ce qu'on a fait, on l'a intégré dans notre logiciel informatique, et voilà, qui précise bien les choses, c'est-à-dire d'utiliser 2 flacons IV et à prendre en oral. Et de même pour le métronidazole, en sachant qu'il faut faire attention à l'allergie au sulfite pour la tobramycine, et avec un petit peu de précision sur l'ordonnance pour que le pharmacien ne soit pas surpris en ville. Et si possible, ce qu'il faut, c'est une entente préalable avec la CPAM pour que le patient n'ait pas à payer. S'il doit payer, ça fait 6 € pour 2 flacons de 100 mg de tobramycine. Ça, c'est venu suite à des études, alors notamment une grande étude française, là, 11 hôpitaux randomisés contrôlés,
qui montrait que lorsque on fait cette décontamination digestive, eh bien, on réduit de 22% à 13% les infections du site opératoire chez les patients qui ont eu la décontamination par voie orale. Et il y a un certain nombre d'études, là, ici c'était de l'ornidazole, mais il y a un certain nombre d'études qui utilisaient la tobramycine. Et d'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit, c'est la recommandation, c'est grade 1 pour faire de la décontamination, et c'est avis d'expert pour utiliser tobramycine et métronidazole. Chirurgie pancréatique, quelques variantes selon la largeur de la chirurgie, céphazoline ou céfoxytine, donc il faut vraiment bien lire les choses. Et puis là, quand ça devient, lorsqu'il y a eu un geste, là il y a eu pas mal de discussions aussi, quand il y a eu un geste avant sur les voies biliaires, notamment une dilatation avec un stent sur les voies biliaires, on va considérer que le patient va être colonisé et on passe dans une antibiothérapie finalement. Et c'est même de piperacilline tazobactam qui est recommandé. Et ça fait suite à une étude publiée en 2023 là, dans le JAMA, où il y avait bien, lorsqu'on comparait piperacilline tazobactam avec céfoxytine, chez des patients dont plus de 80% avaient eu justement un geste sur les voies biliaires avant, il y avait une réduction de 33 même à 20% des infections du site opératoire. Et pour terminer, j'avais mis un exemple en urologie. Je trouvais intéressant parce que c'est quelque chose qui est fréquemment réalisé, sont les biopsies de prostate par voie transrectale, souvent même, je pense, en consultation par les urologues. La phosphomycine trométamol là, remplace dans les nouvelles recommandations l'ofloxacine qui était proposée avant. J'ai cru entendre dire que les urologues trouvent qu'il y a plus de prostatite maintenant. Donc peut-être que certains centres sont revenus à l'antibioprophylaxie qui était préconisée avant. J'en sais pas plus, je ne sais pas s'il y a eu des audits ou autres. Voilà, et puis un petit peu plus de précision de changement. Ce qui n'est pas abordé dans ces recommandations de 2024 SPHAR, c'est la prévention de l'endocardite, mais il y a déjà des réponses, il y a même déjà des recommandations qui ont été formulées par la Société européenne de cardiologie en 2023, avec un certain nombre de recommandations sur les antibiotiques à utiliser et chez qui, globalement chez les patients à haut risque d'endocardite. Ce qui n'apparaît pas non plus, mais en fait ce qui n'apparaît pas encore, ce sont c'est l'antibioprophylaxie en pédiatrie. Actuellement, il y a des protocoles locaux. Ça va venir, c'était prévu l'année dernière, ça va certainement arriver. Et on voit déjà les chapitres en gris clair sur les recommandations, mais c'est vite pour le moment, ça devrait apparaître bientôt. Et puis, il y aura probablement un peu plus de précision sur l'antibioprophylaxie en cas d'allergie. On sait en fait que lorsqu'on fait une antibioprophylaxie avec de la vancomycine, eh bien, on a plus de risque d'infection quand même qu'avec de la céphazoline. Et chez certains patients, eh bien, on se demande si c'est bien, surtout lorsqu'ils nous disent en consulte, voilà, oui, si, on m'avait dit que j'étais allergique à la pénicilline dans l'enfance, mais que ça n'a pas été vérifié. Peut-être que, on voit un certain nombre d'études, vous connaissez probablement mieux que moi, qui ont évalué des scores, là, notamment le PenFast. Donc peut-être que ce sera inscrit dans des recommandations qui porteront sur l'allergie en anesthésie. Donc pour résumer, les grands changements, c'est que maintenant il est recommandé d'injecter dans l'heure qui précède. Il y a plus la fenêtre est plus large. On privilégie désormais la céphazoline. On augmente la dose uniquement pour les IMC supérieurs à 50. Et on peut donc il y a eu beaucoup de modifications par spécialité avec la méthode GRADE qui a utilisée, mais on peut quand même, et il est même plutôt préconisé d'avoir des protocoles locaux qui tiennent compte de l'épidémiologie locale bactérienne ou liée aux patients. Alors, il faut quand même faire attention, notamment lorsque ce sont des recommandations grade 1. Si on s'écarte de ces recommandations grade 1, il faut vraiment pouvoir le justifier. Et ça peut se faire à condition de faire ça de manière multidisciplinaire avec les opérateurs, les anesthésistes, les infectiologues, hygiénistes, le CLIN.
Voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon appétit.